Nous demandons la suppression de ce premier article, comme nous nous opposons à ce texte de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, parce qu'il nous semble que ce n'est précisément pas à l'état d'urgence sanitaire que s'attelle, comme il devrait le faire, le gouvernement. Dans cette période de crise sanitaire, de menaces terroristes, de très forte angoisse et précarité grandissante dans la population, il nous semble, et c'est ce que nous défendons depuis plusieurs mois, qu'il faudrait s'atteler à redonner confiance à la population et lui donner les outils pour faire face sanitairement, faire face socialement et économiquement. Malheureusement, ce qu'il y a dans ce texte, ce ne sont pas les outils qu'il faudrait. Vous avez rejeté toutes les propositions de la France Insoumise, mais également de l'ensemble des groupes qui ont été faites en ce sens depuis plusieurs mois pour donner les moyens aux soignants et aux soignantes d'être en mesure d'accueillir des patients. Vous faites voter un texte de financement de la sécurité sociale qui demande à faire des coupes à l'hôpital là où il faudrait lui donner les moyens, et vous arrivez même à faire en sorte que les soignants et soignantes ne soient même plus volontaires pour pouvoir venir aider, tellement elles et ils sont épuisés par les obstacles qui sont aujourd'hui mis par rapport à leur propre engagement. Vis-à-vis de l'école, ça a été encore dit, on ne comprend plus quelles sont les mesures, si possible, qu'il faudrait appliquer et vous rencontrez la désapprobation des parents et des élèves. En vérité, vous ne demandez des pouvoirs extraordinaires que pour pouvoir mieux réprimer et pour escalader la dérive sécuritaire. C'est encore vu aujourd'hui à la manière dont vous avez répondu aux lycéens, aux lycéennes. Voilà pourquoi nous n'avons aucunement confiance dans vos capacités à faire face, et nous sommes pour la suppression de ce premier article. Monsieur le rapporteur. Ces amendements auraient pour effet de mettre fin à l'état sanitaire dès le 16 novembre. Je pense que, compte tenu de la situation sanitaire, les conséquences seraient particulièrement graves. De plus, le Conseil scientifique et le Conseil d'État ont donné un avis favorable. Ce sera donc pour moi un avis défavorable. Il y a un problème de micro, non? Oui, il y a un problème de micro. Monsieur... Il parle. Je peux y aller? Il s'est approché beaucoup trop près du micro. Oui. Ça y est ou pas? Madame la ministre. Merci. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, madame la présidente de commission. Alors, bien sûr, je suis le rapporteur sur ce qu'il vient de dire. Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, des effets différés, une prolongation est absolument indispensable. Et évidemment, les amendements qui visent à supprimer cet article auront un avis défavorable, je l'avais dit dans mon propos préliminaire. Mais je voudrais quand même réagir à certains propos, parce qu'il y a des choses qu'on peut entendre et puis des choses qu'on ne peut pas entendre. Non, madame, on ne peut pas entendre dire à des représentants de la nation qu'ils n'aiment pas la France. Je pense que quand même, on a quand même tous ici un patriotisme partagé, et vous me l'accorderez autant qu'aux autres. Donc on peut tout dire, mais pas ça. Vraiment. Quand on a envie, madame, quand on en doit prendre des mesures de confinement, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les Français, c'est parce qu'on veut les protéger dans leur santé. Excusez-moi du peu, c'est la moindre des choses. Quant à la cohérence dont tout le monde parle depuis tout à l'heure, la cohérence, moi j'aimerais aussi qu'il y ait des cohérences dans vos réponses, des cohérences. Quand on me dit qu'on n'est pas en état de droit, alors excusez-moi, mais j'étais quand même, il n'y a pas si longtemps, sur vos bancs, et je peux vous dire que même pendant le confinement, nous avions une commission d'information qui s'est transformée en une commission d'enquête, et qu'en permanence, nous avons donc contrôlé l'action du gouvernement. Je pense qu'on peut quand même s'en vanter quand on est parlementaire, plutôt que de se dire qu'on a été dépossédé. Je finis ce que j'ai à dire. Moi, je vous ai écouté patiemment pendant 1 heure. Sur le déconfinement, nous avons donc adopté une autre méthode qui était celle de travailler avec le préfet, les préfets et les maires, les associations des maires et les départements. Là, j'ai entendu beaucoup d'entre vous dire que l'État se déresponsabilisait complètement, et donc incohérence aussi de vos réactions. Ensuite, quand on est venu à revoir l'apparition du virus, malgré le fait que pendant tout l'été, nous avons continué à dire qu'il fallait respecter les gestes barrières, qu'il fallait continuer à se protéger, qu'il fallait garder des distances, à aucun moment nous n'avons tenu un autre discours. Pour autant,
Pour autant, beaucoup s'en sont dégagés et on sait que les foyers sont réapparus, et pas seulement dans notre pays, dans tous les pays européens. Ce n'est pas la panacée de la France, malheureusement. Donc je voudrais vous dire que pendant ce temps-là, nous avons testé massivement et puis nous avons procédé au couvre-feu. Quand nous avons pris la décision du couvre-feu, vous avez tous dit que ça n'était pas assez. Que ça n'était pas assez pour protéger les Français, mais que c'était trop pour les restaurateurs et pour les bistrots. Soyons logiques jusqu'au bout. Et ensuite, maintenant, on reconfine, alors on dit il faut qu'on prolonge un peu cet état d'urgence. Alors non, il ne faut pas prolonger. Et qu'est-ce que vous dites? Vous ne parlez que des commerces que nous protégeons pourtant, que nous allons aider et que nous essayons de maintenir. Croyez-vous que nous fassions ça de gaieté de cœur? Nous avons tous le souci de nos commerces, autant que vous. Ce n'est pas votre privilège. Nous avons aussi envie de les sauver. Alors moi, je voulais vous dire, soyons cohérents, vous aussi, soyez cohérents. Et la confiance que vous ne voulez pas accorder, au moins, ne la transformez pas en défiance permanente. Merci. Madame la ministre, le problème de la cohérence, excusez-nous, mais franchement, quand le jour même, votre porte-parole, le porte-parole de votre gouvernement est capable d'annoncer à une heure de grande antenne sur la radio qu'il va y avoir un nouveau couvre-feu et qu'il est aussitôt démenti par le Premier ministre, oui, il s'est trompé, mais c'est un problème parce que vous vous trompez depuis le début. Et c'est ça le problème. Et excusez-moi, l'état de droit, ce ne sont pas des processus institutionnels. Et dire, on vous a amené un texte, mais on refuse de vous dire quand les parlementaires vous demandent en séance est-ce que vous prévoyez un nouveau confinement et que tout le long, vous nous menez en bateau en refusant de le dire, excusez-moi, ce n'est pas un respect du Parlement. Ce que nous vous disons, c'est que tout le monde a conscience ici de la situation dramatique au niveau sanitaire, mais que les remèdes ou les propositions que vous avez amenées jusqu'à présent ne font pas sens, pas simplement pour nous, mais pour une majorité aujourd'hui de la population qui doute et qui est méfiant pour de bonnes raisons. Donc c'est à votre tour d'entendre ce qui est dit et de revoir votre copie, non seulement pour ce texte, mais pour ce que vous allez faire et ce que vous entendez faire dans les prochaines semaines, où il serait question peut-être d'un prochain couvre-feu. Le Premier ministre ne l'a pas complètement affirmé en disant on va en décider. J'espère qu'il ne le décidera pas entre 1h et 2h du matin et que nous devrons à nouveau nous réunir au débeauté. Et donc, oui, nous avons toutes les raisons de ne pas vous faire confiance et surtout, je crois qu'une majorité de la population ne vous fait plus confiance. Et ça c'est votre problème. Merci. La parole est à monsieur. Madame Obono, le 29. Le gouvernement avait décidé de ne pas prolonger officiellement, au-delà du 10 juillet, l'état d'urgence sanitaire en proposant une loi de sortie, puis une loi de prorogation de la sortie qui a été, comme cela a été dit, abandonnée au bout de 2 semaines, étant donné le déclenchement de l'état d'urgence. Ce qui confirmait d'ailleurs nos critiques par rapport à cette procédure, puisque quand il l'a fallu, ou en tout cas comme l'a argumenté le gouvernement, il en avait la nécessité, il a pu activer l'état d'urgence sanitaire. Nous étions lors des débats sur ce régime transitoire de sortie déjà opposé à cet entre-deux législatif, cette nouvelle couche qui a suscité d'ailleurs beaucoup de critiques de la part des spécialistes du droit. Je cite notamment Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit, qui avait estimé que la création de ce régime créait une zone grise entre état d'urgence et droit commun. Un régime qui enrichit la grammaire des droits d'exception d'un nouveau régime dérogatoire qui ajoute une 3e corde. En plus du droit commun et de l'état d'exception, il a désormais la sortie, une sorte de zone grise dans laquelle on ne sait pas vraiment si on est dans ou en dehors de l'état d'urgence. Et l'expérience malheureuse de l'inscription de l'état d'urgence antiterroriste dans le droit commun, parce que c'est effectivement ça d'ailleurs que nous avons à nouveau discuté en commission des lois et qui va revenir en séance à travers la loi SILT, nous montre que ce qui est considéré comme une exception devient très vite, en tout cas avec ce gouvernement, pérenne. Et je rappelle qu'il s'agit pour l'essentiel de dispositifs restrictifs des libertés fondamentales. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Merci. L'amendement 87 de Madame Obono.
C'est un amendement de suppression de l'article 3 pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, d'ailleurs, de l'aveu même du président lors de son allocution à ce sujet, le dispositif et la stratégie mise en place concernant le suivi des personnes Covid+, a été particulièrement défaillant et il nous semble nécessaire, avant de proroger l'ensemble des systèmes d'information et de récupération de données personnelles particulièrement sensibles. On parle des données de santé pour lesquelles il y a, à travers d'ailleurs cet état d'urgence, la remise en cause du secret médical. Il nous semble nécessaire de faire un bilan en fait de l'ensemble de la stratégie sur son effectivité sanitaire et sur le manque de garantie, notamment en matière de souveraineté, parce que cela s'inscrit aussi, cette centralisation des données dans des systèmes informatiques, dans un processus général. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises dans ces débats. Et il s'est avéré d'ailleurs que l'actualité nous a donné raison, puisque je parle ici du processus du Health Data Hub qui permet à une entreprise américaine en l'occurrence, d'héberger les plateformes de données de santé et qui s'est avéré problématique en termes de souveraineté de ces données. Donc pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 3 qui nous semble aller accélérer ce processus de marchandisation et de fragilisation des protections numériques. Pour la troisième fois en moins d'un an, le gouvernement a recours à de graves restrictions de droits et de libertés qu'il justifie par la nécessité, l'impératif de juguler l'épidémie de Covid-19. Passons sur le caractère odieux, voire obscène, de certaines admonestations qui, en instrumentalisant les malades et les morts, renversent l'ordre des responsabilités pour accuser, parfois implicitement, parfois explicitement, les oppositions parlementaires ou même les comportements individuels des citoyens et citoyennes d'être les causes de l'échec de la réponse sanitaire, plutôt que d'interroger les carences de la stratégie de l'exécutif. Passons, disons et répétons que nous avons tous et toutes ici et dans le reste de la société à cœur de vaincre l'épidémie et de sauver des vies. Là où nous divergeons, c'est sur la stratégie et les moyens. Et cela n'est pas nécessairement problématique, pour peu que nous sachions écouter plutôt que de caricaturer et construire une unité d'action plutôt que de contraindre au silence et à la soumission. Depuis le mois de mars, nous sommes passés d'un état d'urgence sanitaire à un régime transitoire sans retour à la normalité démocratique, puis de nouveau en état d'urgence. Entre la crise sanitaire et la menace permanente du terrorisme, l'accoutumance de la société aux états d'exception permanents nous semble problématique, pas qu'à nous d'ailleurs, et au-delà même des clivages politiques, c'est non seulement inefficace et contre-productif. Ni le risque épidémique, ni le danger terroriste ne sont des fatalités qu'on ne pourrait maîtriser d'une façon plus rationnelle et démocratique. Nous ne voterons pas en faveur de ce projet de loi qui va octroyer à l'exécutif des pouvoirs exorbitants, pouvoir de régenter jusqu'au détail le plus intime et le plus fondamental de nos vies, le plus prosaïque, de l'heure ou de la manière de manger à celui de se déplacer ou de prier. Nous ne le voterons pas parce que nous pensons qu'il y a une alternative à ce nouveau resserrement sécuritaire qui approfondit un tournant autoritaire du régime. Oui, il y a une alternative au confinement généralisé et à l'effondrement de notre système de santé, sous le poids de l'épidémie, mais aussi des contre-coups des politiques néolibérales poursuivies, y compris pendant la crise, par ce gouvernement. Ces politiques ont supprimé 69 000 lits entre 2003 et 2017. En 2018 puis 2019, ce sont 4 000 puis 3 400 lits d'hospitalisation complète qui ont été également supprimés. Et pour 2021, le gouvernement prévoit encore 4 milliards d'économies supplémentaires sur les dépenses de santé. L'alternative, c'est de changer de logique et de placer l'intérêt général humain au cœur de l'organisation de la santé en France. Par exemple, pour que les soignants et soignantes puissent travailler dans de bonnes conditions, il faut d'abord procéder à de nombreux recrutements. En 2017 déjà, nous proposions de recruter 62 500 personnels de santé dans l'hôpital public. Il faut aussi significativement, et pas au compte-gouttes, augmenter leur rémunération, comme le demandent des collectifs de soignants et soignantes qui revendiquent une hausse de salaire de 300 €. Il y a une alternative à la destruction de tout le tissu économique, social et culturel
qui fait la force et la vitalité de notre pays, des petits commerces aux grandes associations solidaires dont la survie est aujourd'hui menacée. Cette alternative, à contrario d'une relance qui tente désespérément de sauver le monde d'avant, celui de la concurrence débridée et faussée, du productivisme effréné, cette alternative, c'est un investissement massif dans un grand plan de bifurcation écologique et solidaire qui s'appuie sur ce maillage de TPE et PME, d'associations et de collectifs de salariés et de citoyens et citoyennes pour élaborer et mettre en œuvre des solutions aux problèmes quotidiens urgents, mais aussi se préparer ensemble aux défis civilisationnels à venir. Il y a une alternative au recul des droits et libertés, au piétinement de l'état de droit au profit d'un État policier, aux campagnes politico-médiatiques de stigmatisation et de division qui désignent à la vindicte des catégories de la population et entretiennent un climat de peur, de haine et de guerre civile. Cette alternative se trouve dans le renforcement et non la restriction de la démocratie, de nos droits et libertés. Démocratie parlementaire comme sanitaire, droits économiques, politiques et sociaux, l'accès à la protection sociale, au logement, à l'éducation, à la santé, le droit de disposer librement de son corps, de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte comme sa liberté de conscience et de critique, de se reposer, se divertir pendant ces 8 heures si durement arrachées depuis des siècles au labeur et à l'exploitation. Ces droits et libertés ne sont pas un point faible ou un supplément d'armes. Je ne dépeins pas ici naïvement un monde idéal, mais des exigences existentielles fondamentales et des protections très concrètes, individuelles et collectives, qui se matérialisent notamment à travers les services publics qui rendent possible ces droits réels et ont vocation à garantir l'idéal républicain de liberté, d'égalité et de fraternité. Il y a une alternative, celle des causes et des batailles communes autour d'un bouclier social, sanitaire, de la bifurcation écologique et de la refondation démocratique. L'alternative qu'avec d'autres, beaucoup d'autres, au-delà de nos rangs, ici et dans la société, nous travaillons à construire dans la lutte au quotidien, âpre et difficile, mais aussi dans la bienveillance et la joie que procurent l'engagement et la solidarité. Notre message à tous et à toutes, c'est tenez bon, les mauvais jours finiront. Je vous remercie beaucoup.